je suis du CSI Amitassinan, donc Comité de solidarité avec les Indiens des Amériques. Donc, c'est une association qui a été créée en 1978 à la demande de représentants autochtones qui étaient venus donc à Genève, aux Nations Unies, pour faire valoir leurs droits à l'autodétermination et la souveraineté. Et donc, depuis 40 ans, on maintient des rapports assez étroits avec donc le Brésil et les peuples autochtones à la fois brésiliens et plus largement d'Amazonie, parce que on a deux partenaires assez privilégiés, donc, qui sont le Conseil indigéniste missionnaire et l'articulation des peuples indigènes du Brésil, la PIB, et on a notamment été assez préoccupés par la situation des peuples autochtones au Brésil depuis l'investiture de Bolsonaro, donc en janvier 2019. Et au CSIA, ce qui nous avait marqué, ce qui continue de nous préoccuper, donc c'est la problématique de la démarcation des terres indigènes, puisque dès son investiture, donc Bolsonaro avait déclaré ne pas vouloir céder 1 centimètre de terre de plus donc, aux peuples indigènes du territoire brésilien. Donc, ce qui avait impulsé un nouveau rassemblement, enfin une nouvelle édition du rassemblement donc du campement Terre Libre. Et au CSIA aussi, ce qui nous porte depuis plusieurs années, donc c'est de rappeler que le Brésil ne respecte pas plusieurs instruments juridiques internationaux, que sont donc la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Convention 169 de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail. Donc, si j'ai parlé de la CIMI et de la PIB en introduction, c'est parce que, comme l'avait dit Glauber en début du webinaire, c'est qu'il est très difficile d'avoir des chiffres exacts de la situation actuelle liée au Covid-19 si on se fie qu'aux données gouvernementales. Donc, c'est vrai que des institutions comme la CIMI comme le CIMI ou la PIB permettent d'avoir des évaluations beaucoup plus précises et exactes que les chiffres officiels. Donc, dans ma deuxième slide, vous avez une carte donc, du Brésil avec le nombre de peuples autochtones qui sont directement impactés par le Covid-19. Il faut savoir que déjà le Brésil est le territoire le plus impacté par le Covid actuellement en Amérique du Sud, qui comporte en l'occurrence 850 000 personnes autochtones qui sont réparties donc, en 300 tribus différentes et donc qui recouvrent 13% du territoire du pays. Et si on regarde la carte, vous voyez qu'il y a 61 peuples autochtones du Brésil directement touchés par le Covid-19. Ces chiffres datent du 23 mai 2020. Depuis, ils ont encore évolué parce que les évolutions vont très très vite. Donc, on en est à 75 peuples autochtones touchés. Donc en l'espace de 5 jours, vous avez 14 peuples qui sont impactés en plus. Et ce qui est assez alarmant par rapport à la situation actuelle, c'est qu'en fait, les difficultés que rencontrent les peuples autochtones sont certes aggravées par le Covid-19, mais en réalité, c'est des problèmes qui sont renforcés par des problèmes qui sont quotidiens depuis extrêmement longtemps. Et ces problèmes, donc, ce sont le manque d'accès à l'hygiène, le manque d'accès à l'eau potable, le manque d'accès aux services médicaux et aussi les longs trajets que doivent effectuer les familles entre leur foyer et les infrastructures d'aide médicale, par exemple, etc. Et il y a aussi cette problématique donc, qui rejaillit d'autant plus actuellement, qui sont les conditions de vie qui impactent directement la bonne application des mesures de prévention liées pour faire face au Covid, que sont par exemple la distanciation sociale. Donc, pour avoir des chiffres plus précis, il y a aussi d'autres organismes comme l'ISA, l'Institut socio-environnemental, qui a une base de données, une des bases de données les plus complètes liées aux impacts du Covid sur les peuples indigènes actuellement au Brésil. Mais donc, je voudrais revenir sur deux autres graphiques donc, que nous fournissent la PIB
grâce au travail de recensement autonome et de mémoire qui conduisent donc actuellement. Et ce que met bien en lumière l'Observatoire de la démocratie brésilienne, c'est que l'APIC permet à la fois de mettre en comparaison les données gouvernementales, mais aussi de mettre en évidence la politique de sous-notification, d'invisibilisation, de marginalisation des autochtones urbains, parce que souvent quand on pense aux populations indigènes, on pense essentiellement aux communautés indigènes dans les terres indigènes, mais on ne pense pas forcément au nombre de personnes indigènes qui sont en ville et qui donc, du fait de l'assimilation, les invisibilisent encore plus. Et alors, en parallèle, par rapport à cet impact désastreux qu'a le Covid-19 sur les peuples indigènes au Brésil, il y a quand même, heureusement, en dehors du SMI ou de la PIB, d'autres organisations qui mènent des travaux de dénonciation, des déclarations des politiques actuelles et des déclarations de Bolsonaro en particulier. Donc, il y a par exemple donc la FUNAI qui travaille activement à mettre en évidence le fait que les politiques actuellement conduites par le gouvernement de Bolsonaro sont comparables aux périodes les plus sombres de l'histoire coloniale du Brésil. Et, et actuellement, on peut véritablement parler de pratiques génocidaires si l'on regarde attentivement la façon avec laquelle est gérée la crise sanitaire auquel sont confrontés donc les Brésiliens et donc à plus forte raison les peuples autochtones qui se trouvent sur le territoire. Et il y a des initiatives aussi populaires de la société civile qui sont menées. Par exemple, en ce moment, il y a une pétition qui s'appelle We're on the Eve of a Genocide, qui a été signée par un grand nombre de personnalités du monde de la culture, du monde de l'art, dont Sébastien Salgado, donc un célèbre photographe qui avait été au contact qui a fait plusieurs séries photographiques sur les peuples autochtones au Brésil. Et il y a aussi tout un travail mené par la FILAC, un important travail, puisqu'ils ont publié le 6 mai 2020 le premier rapport régional détaillé sur la situation des peuples indigènes à la fois au Brésil, mais plus largement dans l'ensemble de l'Amérique du Sud. Donc, le rapport est accessible en ligne si vous le souhaitez. Et aussi, depuis plusieurs années, donc j'en parlais un peu en introduction, il y a le campement Terre Libre. Donc ça fait 16 ans qu'il se réunit. Donc cette année, il n'a pas pu se rassembler, bien sûr, en raison de la pandémie et la crise sanitaire. Mais ils sont rassemblés virtuellement et ils ont publié un communiqué de presse qui est accessible aussi en ligne. Et j'ai souhaité partager avec vous cet extrait du document, puisque ils font le parallèle entre l'épidémie de Covid comme une véritable arme biologique destinée à exterminer les peuples indigènes du Brésil et d'Amérique du Sud. Et c'est vraiment cette idée de virus, d'épidémie qui se renouvelle, puisque les peuples autochtones ont une histoire assez particulière avec les épidémies, puisque c'est directement la colonisation qui a importé des virus et qui a décimé un nombre extrêmement important de peuples autochtones, et donc qui a participé d'un génocide. Donc il y a vraiment une continuité historique qui est mise en avant par les peuples autochtones actuellement par rapport à cette pandémie de Covid-19. Et pour ne pas rester que sur cette dimension désastreuse des impacts du Covid sur les peuples autochtones, je voudrais aussi souligner la résistance qui s'organise. Donc cette résistance, elle est à la fois sur le terrain, mais aussi juridique, puisque, comme je vous le disais en introduction, Bolsonaro mène une campagne contre les peuples autochtones, en particulier via l'importance accordée au lobby de l'agrobusiness qui gère à lui seul une partie des politiques gouvernementales actuelles. Et donc, heureusement, il y a une décision provisoire qui a été prise par le juge du tribunal suprême fédéral qui donc suspend les processus judiciaires du pays
impactant les démarcations des terres indigènes. Donc cette décision, elle vaut jusqu'à la fin de la pandémie au moins, ou en tout cas jusqu'au recours qu'a lancé, donc qu'a mis en place un peuple en particulier du Brésil. Et ce qui est intéressant dans cette jurisprudence, c'est qu'elle a un effet contraignant, donc c'est qu'elle est obligatoire et qu'elle vaut sur toutes les décisions à la fois judiciaires et administratives, donc liées aux démarcations des terres indigènes. Pour un peu ouvrir sur cette résistance, c'était aussi de signaler que parmi les peuples autochtones, souvent en première ligne, en ligne de front, ce sont les femmes qui s'organisent et qui soutiennent des initiatives populaires, qui initient des projets pour aider les familles, etc. Et c'est une caractéristique que l'on retrouve plus largement à l'échelle des Amériques, puisque, par exemple, aux États-Unis, qui est donc le premier pays au monde impacté par le Covid-19 actuellement, évidemment, les peuples autochtones en souffrent d'autant plus. Et donc, cette résistance, elle s'organise, par exemple, dans une nation autochtone qui s'appelle la nation Navajo, donc qui est dans le sud-ouest des États-Unis. Et il y a différents projets qui sont conduits, à la fois des projets sur le terrain, mais qui ont vocation à s'ouvrir sur l'international. Donc, par exemple, vous avez le projet Indigenous Mutual Aid, donc d'un artiste militant qui s'appelle Cribenali, donc qui est Navajo, et qui organise plusieurs initiatives sur son territoire. Parce que dans le sud-ouest des États-Unis, donc par exemple pour le peuple Navajo en particulier, il faut savoir qu'en Arizona, 16% des personnes contaminées sont autochtones et les autochtones représentent 6% de la population totale de l'État. Donc ce sont des chiffres absolument colossaux. Et à l'identique au Nouveau-Mexique, donc qui est un territoire juste à côté de l'Arizona, 33% des personnes contaminées sont également autochtones. Or, les autochtones représentent 10% de la population totale de l'État. Donc voilà pour quelques chiffres finaux, et juste pour souligner aussi donc, que cette résistance sur le terrain, elle s'organise à la fois et notamment aux bénévoles qui se rejoignent, qui s'organisent, qui organisent des maraudes pour distribuer des livres de première nécessité, des gels, des masques, etc. Et aussi très important, c'est que comme au Brésil, il y a ce manque d'accès à l'eau potable qui renforce les effets désastreux donc, sur les peuples autochtones. Et donc, ils font des guides aussi pour que les communautés impactées s'organisent elles-mêmes, créent des citernes, etc., stérilisent l'eau et donc s'offrent des conditions par elles-mêmes les plus propices à la gestion de ce virus qui n'est déjà pas en amont géré par les autorités gouvernementales, à plus forte raison pour les peuples autochtones. Merci beaucoup Aurélie. Merci pour cette légère lueur d'espoir quand même. Presque sans transition, puisque comme tu l'as abordé, les femmes de plus en plus prennent les rênes de la résistance. Floriane du CCFD va nous présenter la situation des femmes au Brésil. Donc Floriane, je te laisse. Oui, vous m'entendez bien ?